BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, 19h30. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur le plateau de BFM Business en ce mardi. Nous voilà partis pour Tech Co, la quotidienne. Voilà, après notre petit séjour à Cannes, nous sommes de retour à Paris dans notre studio que vous connaissez bien. On est là jusqu'à 21h pour évidemment revenir sur toute l'actualité de ce jour avec au sommaire pour ce Tech Co, la quotidienne. Dans quelques instants, on va évoquer Seedance qui affole toute l'industrie d'Hollywood avec ces images générées par l'IA qui sont plus vraies que nature. On va en parler dans un instant. On évoquera aussi Meta qui veut ajouter une espèce de reconnaissance faciale sur ses lunettes. Et autant vous dire que c'est ouvrir un peu la boîte de Pandore en termes de vie privée. On évoquera évidemment ce sujet. Puis tout à l'heure, on parlera aussi de cette IA qui vous permet de vous embaucher et qui facilite la vie des RH. Ça s'appelle Adèle. On découvrira ce nouveau service. Ce sera en deuxième partie de ce Tech Co. Voilà le sommaire. Un grand merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'ActuTech avec ce soir sur le plateau de Tech Co. Il est là, il est venu et quel plaisir de le retrouver. C'est Jean-Baptiste Kem. Salut Jean-Baptiste. Bonjour. Fondateur de Kyber et aussi co-fondateur ou fondateur de VLC. Je ne sais plus si on dit co-fondateur ou fondateur. On ne dit rien du tout. On dit rien pas de du fondateur, tout. il n'y a pas de créateur, il y a juste JB. C'est ça, JB de VLC, voilà. Et tiens, petite info, tu vas revenir dans De quoi je me mail, ça sera en fin de semaine pour nous raconter l'histoire de VLC. Super, j'ai plein d'anecdotes rigolotes. Ça va être cool. Et puis bien évidemment, à tes côtés, c'est Pierre Vanier, dont c'est le retour. Salut Pierre. Salut François. Ravi de te retrouver. Écoute, merci pour l'invitation. Tu es le PDG de Flint. Ouais. Voilà. Podcasteur de Yapakla Data. Podcasteur de Yapakla Data. Conférencier IA. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bon cuistot à la maison? Non, pas terrible. Ouais. Aussi. Ouais. Pas mal aussi, ça vaut le coup. Et Philippe Devost est là aussi. Salut Philippe. Bonsoir François. Fondateur de Phileos, cofondateur de Wanadoo, expert dans tous ces domaines de la tech et on adore écouter toutes tes analyses sur toute l'actualité tech. Tu viens nous voir régulièrement et c'est cool. On va commencer par Seedance. Est-ce que vous avez testé Seedance avant de diffuser notre petit reportage? Évidemment. Ouais. Et, moi, c'est quand même mon métier, la vidéo. Donc, en fait, j'ai testé quand même beaucoup de choses. Seedance, c'est la suite de ce qu'on a déjà vu. Les premiers qui avaient fait des trucs rigolos, c'était quand même Runway, qui était une petite start-up qui finalement n'a pas fait grand-chose depuis. Et puis, il y a eu un moment, la claque qui a été Sora, quoi. Et là, on arrive avec Seedance. Alors, justement, c'est le chinois ByteDance, un propriétaire de TikTok, qui provoque un tollé dans l'industrie du cinéma, avec donc son logiciel d'IA Seedance 2.0, qui a déjà été présenté comme l'un des plus avancés du marché, et qui est parvenu à cloner en fait des productions hollywoodiennes. Il y a plein de vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, qui sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Disney et Paramount crient au viol des droits d'auteur. Le sujet préoccupe aussi en France. Erwan Maurice nous raconte tout ça et puis bien évidemment on évoque Seedance juste après. Seedance 2.0 agit au plus grand mépris des droits d'auteur. Indignation du lobbyiste qui représente les intérêts de Disney, Universal, Warner ou Netflix. Ces géants de la production protestent contre cette IA chinoise qui a notamment permis d'utiliser les visages de Tom Cruise et de Brad Pitt dans un combat à main nue. Le sujet inquiète jusqu'en France. Entendu à l'Assemblée nationale, des représentants de la production audiovisuelle et du cinéma ont parlé d'une seule voix pour alerter les parlementaires. Ils les appellent à construire sans plus tarder un cadre réglementaire français. Sur l'IA générative de vidéos, il y a eu un pillage complet des œuvres et le pillage a eu lieu. Il y a urgence. Le cadre européen ne s'est pour l'instant malheureusement pas montré très favorable ni à la régulation des acteurs ni à la défense du droit d'auteur. Donc il nous paraît aujourd'hui utile d'avancer sur ce point au niveau national. ByteDance, qui assure respecter les droits de propriété intellectuelle, dit prendre des mesures pour empêcher l'utilisation d'images non autorisées. Voilà, alors si vous êtes avec nous à la télé, c'est vrai que c'est quand même impressionnant ce combat Brad Pitt-Tom Cruise qui n'a jamais existé en fait. Mais si on ne nous le dit pas,
Enfin, je sais pas, alors peut-être que les vrais experts de l'IA découvriraient quelques, je sais pas moi, des artefacts ou des choses qui font on pourrait déceler de l'IA, mais c'est quand même assez impressionnant. Qui commence sur ce sujet, parce que je crois qu'il y a pas mal de trucs à dire. Moi, ma remarque, c'est SightonKey, en fait. On a eu le même sujet, en fait, sur la génération d'images, et Ghibli qui s'est plaint après que tout le monde a fait du Ghibli avec ChatGPT. Tu savais que ça allait arriver en vidéo, il n'y a aucune surprise. La seule surprise, c'est la vitesse à laquelle c'est arrivé. Mais le reste, on le savait. D'ailleurs, tu vois, les premières choses de Stable Diffusion, tu rigolais parce que les doigts, ils n'étaient pas bons, tu avais 6 doigts, puis très très vite, ça a été corrigé. Aujourd'hui, tu as des choses comme flux, c'est assez incroyable. Là, tu as la même chose en vidéo, les premières vidéos, et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que la vidéo que tu es censé afficher, c'est la vidéo de Will Smith qui mange des spaghettis. Oui. Et donc en fait, qui est un peu la vidéo étalon. La vidéo étalon de la même façon. Pendant la génération de schémas, c'est le pélican qui fait du vélo. C'est pour tous les LLM, tu les testes en disant dessine-moi en SVG un pélican qui fait des vidéos. Pourquoi c'est compliqué ça, un pélican qui fait du vélo? Alors la façon dont c'est demandé. J'imagine déjà pour le pélican c'est pas gagné. Mais surtout déjà un pélican qui fait des vidéos, t'as du mal à le faire. Et dans vidéo c'est Will Smith qui mange des spaghettis, donc c'est assez rigolo. Et tu vois que l'évolution elle est arrivée très très vite. De toute façon, toutes les IA violent le droit d'auteur. Tous les entraînements ont violé le droit d'auteur. On a commencé avec le texte où ça sortait texto des livres complets. Les images, c'était évidemment du Ghibli. On a tous ressorti. Tu faisais du Tintin, tu faisais du Ghibli. Là, on est en vidéo. Évidemment, ça a été entraîné sur le corpus. Et le corpus, il est globalement fait à base de droit d'auteur. Ce qui est intéressant et que les gens on ne voit pas trop, c'est que ce qui a été difficile dans la vidéo, c'est pas trop de générer de la vidéo, mais c'est de générer de la vidéo qui soit constante. Oui. C'est-à-dire que, imagine, je fais une vidéo avec quelqu'un genre François Sorel, et en fait... très bon choix déjà. Très bon choix. T'es sûr de faire un blockbuster. Et donc, la vraie question, c'est... Si je te mets dans une vidéo de 30 secondes ou 1 minute, à la fin, tu ressembles vraiment à rien, quoi. Parce qu'en fait, il y avait un problème de ce qu'on appelle de stabilité dans le temps. C'est-à-dire que petit à petit, l'IA générait un autre personnage. Oui, parce qu'en fait, c'est ça ? En fait, t'as pas vraiment cette... comme la plupart de ces IA, il faut comprendre, elles ne comprennent pas vraiment le monde, c'est les débats sur les world models. En fait, tu perds la stabilité et tu lui redemandes de refaire une autre scène. Et l'autre scène, en fait, elle a rien à voir. Alors que toi, en fait, si l'acteur, c'est pas le même, ça te choque. Là, on commence... D'ailleurs, même là, dans Seedance, tu vois que les séquences, elles sont pas si longues que ça. Mais elles sont quand même beaucoup plus longues que ce qu'on avait avant. Mais surtout, en fait, tu lui as donné le concept d'accutter et tu lui dis, refais-moi quelque chose à partir... C'est-à-dire que tout au long de la vidéo, il va rafraîchir, il va chercher le visage de Tom Cruise. Parce qu'en fait, à l'origine, tu vois... Les deepfakes, ça marchait, ça a été le premier truc. On pouvait prendre le pape, on pouvait prendre Trump ou Macron et leur faire vraiment n'importe quoi en deepfake. Tu vois, là, il n'y a même pas de deepfake, c'est-à-dire qu'on n'a même pas eu... Il n'y a même pas d'image originale, finalement. Il n'y a même pas d'image originale. Mais ça veut dire qu'il y a tout le travail sur ce qu'on appelait les hallucinations, cette fois-ci temporelles, qui a été corrigé par cette version Seedance 2.0. Il n'y a pas d'étonnement, quoi que ce soit. On est juste passé, comme d'habitude, du texte à l'image, d'une image à la vidéo, et on continue. Le seul petit étonnement que tu as souligné, c'est que ça va très très vite. Beaucoup plus vite que prévu peut-être. Alors exactement, c'est-à-dire que là, tu regardes, et tu as un rendu qui est quand même très réaliste, et surtout, tu as des close-ups sur le visage, tout en ayant un fond qui soit stable. Et ça, c'est vraiment... Alors, le Brad Pitt, je le trouve moins bien, si je peux me permettre, que le Tom Cruise. Parce que tu es jaloux. Je suis jaloux, tout à fait, exactement. J'aimerais bien. Surtout, et ils ont 60 ans quand même, j'aimerais bien ressembler ça à 60 ans. Ouais, c'est vrai. Enfin, ils n'ont pas 60 ans, c'est des simulations. C'est des simulations, ok. Mais tu vois, vraiment, c'est la tête de Tom Cruise qui est très intéressante. Alors que le Brad Pitt, il y a un petit truc un peu gênant. Et le Trump qui fait du basket, t'y crois pas trop. Déjà, dans la vraie vie, on aurait du mal à y croire. Tu vois, okay, je te l'accorde. Mais par contre, moi, j'ai trouvé que toute la scène sur la boxe et le sport, où tu as des mouvements très rapides, où vraiment, tu vois, tu es censé représenter du réel. Alors, la bataille de Tom Cruise, bon, tu sais que c'est de l'irréel. Là, tu dis, ah ouais, ok, ça aurait pu être filmé, quoi. Pierre ? Moi, au-delà des droits d'auteur, qui est un petit peu la question triviale, je trouve 2 choses intéressantes. C'est la première, je trouve ça assez cocasse que les Américains crient au loup, alors qu'en fait les Chinois font très exactement la même stratégie que les Américains dans les startups, qui est move fast and break things. Oui. Et c'est-à-dire
aller vite, casser des choses et surtout faire fi de tout cadre légal. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA, elle, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Baptiste, ils ont acheté par dizaines de milliers des livres qu'ils ont numérisés. Les droits d'auteur, ça n'a jamais existé, etc. Donc ça, c'est-à-dire qu'ils profitent de la lenteur du régulateur par rapport à la vitesse de développement de ces IA pour en fait gagner un temps qui leur permettent de faire du cash, de faire un produit, de tester leur marché, etc. Et la deuxième chose qui me gêne beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, c'est une petite scène de 20 secondes, mais on va se retrouver avec la même chose qu'on a sur le texte, sur les musiques, sur le son, pas forcément des deepfakes, mais une slopification d'Internet. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec du contenu généré par IA. Et je suis désolé, quand je vais au cinéma, c'est pour aller voir ce qu'on appelle le 7e art. Et en fait, des vidéos générées par IA, pour moi, c'est pas artistique. Moi, ce que je vais chercher, c'est un vrai acteur en chair et en os qui a vécu sur un plateau, comme toi, là, on est en train de se voir, il se passe quelque chose. T'es en chair et en os, t'es pas une IA. Ouais, mais regarde, pas été recréé. Tu prends Pixar, par exemple, qui est une boîte d'animation 3D qui a fait des films avec des émotions qui sont parfois plus puissantes que les films. On n'essaye pas de simuler la réalité, parce que là, on essaye de copier la réalité, de faire un simulacre de réalité par ces avatars qui sont, tu l'as dit tout à l'heure, en fait, on s'y méprend. Brad Pitt et Tom Cruise. Mais en fait, non, c'est des simulations. Et ils ont été entraînés, ils ont piqué les droits d'auteur, et aujourd'hui, on se retrouve avec une simulation de Brad Pitt et une simulation de Tom Cruise qui font une simulation de bataille. Et on appelle ça, c'est une révolution, ça va être le cinéma, etc. Je me pose la question, parce que je vois énormément, de plus en plus de contenu uniquement généré par IA, ça ne m'intéresse pas, foncièrement. Quand j'ai un commentaire sur LinkedIn, ce réseau social qui est bourré d'IA, je ne le lis même pas. Ouais, non, mais c'est clair. Ça ne m'intéresse pas. Donc, si tu veux, je suis pas le porte-parole du syndicat des artistes mais ça, c'est un bon remarque. Voilà. Mais ça, c'est une réflexion très, très française. Je suis désolé. Quand tu es c'est pas de l'art. Au 24e Marvel. Ouais, mais tu es au 24e Marvel. Excuse-moi. C'est toujours pareil. Je veux dire, oui, quand tu parles de choses qui ont été réfléchies. Et justement, les Pixar, tu as vraiment une recherche artistique, quelque chose de nouveau. Le 24e Marvel, excuse-moi. Non, mais je vais pas. Et puis, il y a tellement plus d'images de synthèse que finalement, ça pourrait être généré par l'IA. Oui, mais on va pas acheter la médiocrité d'un certain studio d'animation peut-être temporaire et qui a eu ses lettres de gloire, etc., juste pour dire le technosolutionnisme, on va faire des films avec que de l'IA. Parce qu'en fait, on va s'emmerder. Après, bon, on va donner la parole à Philippe, mais je pense que je pense qu'on peut créer grâce à l'IA. On peut créer grâce à l'IA et on peut démontrer son talent grâce à l'IA. Mais en fait, encore une fois, et on le dit souvent dans Tech & Co, c'est un outil finalement l'intelligence artificielle. Mais c'est celui qui va avoir du talent, qui va savoir raconter des histoires, faire passer des émotions grâce à un outil comme l'IA. À mon avis, ça va arriver. Oui, mais et un jour ou l'autre, on va tomber dans le panneau. Il faut un expert. Mais bien sûr. Si tu te retrouves avec là, pour l'instant, c'est une démo technologique, Pierre. Ouais. C'est tout. C'est juste pour dire, voilà, regardez, on met Ne défaussons pas notre talent, nos émotions, notre intellect et 150 ans, combien le cinéma, ça fait combien de temps 100 ans de cinéma et d'art des frères Lumière, etc. Juste parce qu'à un moment donné, on a des machines super puissantes qu'on fait tourner avec des centrales nucléaires. Tu vas être le juge de paix, Philippe. Moi, je suis le juge de rien du tout. Non, je suis le juge de rien du tout. Est-ce que ça t'impressionne déjà, ça le fait de voir toutes ces vidéos qu'on diffuse depuis tout à l'heure? C'est clairement impressionnant. Ce qui est aussi impressionnant et qui pour moi montre la limite pour l'instant en termes de créativité, comme le disait Pierre, c'est que ce que j'ai compris, c'est que le système non seulement est capable de maintenir une cohérence dans la scène sur une durée de 15 secondes, c'est-à-dire 3 fois plus que ce que les autres produisent, en tout cas dans leur version gratuite, ça c'est un fait. J'ai compris aussi qu'il y avait une forme de cohérence ou de jugement, je mets les guillemets, puisque ce sont des machines éditoriales sur la construction de la scène. Maintenant, si on est capable de générer ce que vous voyez à l'écran avec 2 lignes de prompt, je ne vois pas très bien comment la créativité de celui qui veut obtenir un résultat va réussir à s'exprimer. Mais ça, c'est peut-être ce qui se passe maintenant, comme dans 15 jours, tout aura changé. Dans 15 jours, tout aura changé. Ce que je vois, c'est que ce type d'outil, c'est extraordinaire pour des créateurs isolés, pour des toutes petites structures
qui ont besoin aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on consomme de la vidéo, donc qui ont besoin de se faire voir de manière animée, donc de pouvoir créer du contenu. Mais au fond, au-delà du débat artistique, au-delà du débat éventuellement moral, le vrai sujet, c'est la question du droit d'auteur, la question du droit à l'image. C'est toute cette question du droit qui est en train d'être bousculée par la vitesse à laquelle avancent les barbares et les pirates. Et c'est peut-être le moment de réfléchir un peu profondément. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, parce qu'il y a d'autres sujets qui parlent de ça. Le droit à l'image, c'est à la fois le droit au pillage ou pas, c'est le droit à l'anonymat ou à la disparition dans une foule. Enfin, donc on est dans un moment assez spécial. Moi, en réfléchissant à tous les sujets qu'on va aborder au-delà de Seedance, pour moi, on est en train de passer du prompt au pouvoir d'agir, d'une part, c'est-à-dire que l'IA quitte l'écran et commence à fabriquer un tas de choses. On va voir dans quels autres objets elle rentre. Ça, on le verra plus tard, je ne vais pas spoiler. Et puis là, on est en train de rentrer dans le zéro friction, puisque voilà, vous dites un truc, 15 secondes de vidéo s'anime, formidable. Zéro contrôle aussi. Zéro contrôle. Et pour moi, c'est cette question-là qui est la plus intéressante et qui devrait nous faire réfléchir à la fois collectivement et inciter nos régulateurs non pas à réguler plus, mais à réguler mieux. Voire à nos constituants de redéfinir un cadre dans lequel on se met d'accord sur ce que c'est qu'une image, ce que c'est qu'une personne, ce que c'est que sa représentation, ce que c'est qu'une manifestation publique, parce que les acteurs qui se plaignent sont des personnes extrêmement exposées par nature. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on apprenne à ne plus croire ce qu'on voit systématiquement. C'est la disparition du vrai. Ça, c'est peut-être le plus difficile. Mais c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, en fait. Oui, tu as raison. Je suis désolé, mais en fait, ça va prendre du temps. Avec les réseaux sociaux, on a eu trop de gens qui sont mis à croire, et je suis désolé, notamment Facebook, sur Facebook, et finalement les générations un peu plus vieilles que moi, qui au début étaient très contre Internet, et après sont mis à tout boire, comme si c'était l'ORTF, tu vois. Ah, ça a été dit à la télé. Et ah, je l'ai vu sur Facebook. Et là, on arrive au moment où, en fait, tu vas voir vraiment tout et n'importe quoi. Je veux juste mentionner un truc qui s'appelle C2PA, qui est donc une initiative qui permet, en fait, de signer, en tant qu'éditeur, une image et une photo, une vidéo pour dire ça correspond bien à ce que j'ai fait. Et donc je pense que tu vas avoir à nouveau des éditeurs à qui on va faire confiance, des journaux, en disant ok, ça c'est estampillé, c'est pas un montage, parce qu'aujourd'hui je peux faire un montage. C'est comme le fact-checking qu'il y avait un moment sur Facebook, je sais pas si vous vous souvenez, avec je crois qu'il y avait Le Monde et pas mal de gros médias comme ça qui vérifiaient l'information qui était sur Facebook en fait. Et puis après ça s'est arrêté. On vit un deuxième moment Internet. Souvenez-vous, quand Internet est devenu grand public et quand s'est manifesté grâce au Web 2 la possibilité de tout un chacun d'écrire, ça existait avant déjà avec ce qu'on appelait à l'époque les pages personnelles, mais le simple fait de tendre un micro, de tendre un clavier à tous les utilisateurs, à multiplier les sources d'informations avec évidemment beaucoup de bruit, mais dans le bruit il y avait des pépites. C'est ce qui s'est passé ensuite encore une fois sur le Web 2, avec les réseaux sociaux, mais avec une difficulté de plus en plus grande à trier le sérieux, le factuel, le fact-checké de tout ce qui relève de ce que Cory Doctorow appelle l'entitification de l'ensemble du monde dans lequel on est. Ok, là on est en train de franchir le pas de l'image, c'est-à-dire que tout ce que les studios hollywoodiens contrôlaient parce qu'ils étaient peu nombreux à savoir produire des films va devenir accessible à absolument tout le monde. Ça, c'est une réalité nouvelle à laquelle il faut qu'on s'adapte. Passionnant en tout cas, et je vous invite à regarder un petit peu les vidéos qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est quand même assez bluffant. Autre sujet d'actu que j'aimerais qu'on évoque ensemble, c'est OpenClaw. Vous savez, c'était la grosse actu de ces dernières semaines, cet agent IA qui a été en fait développé par un certain Peter Steenbergen, qui permet de piloter votre PC à votre place. En gros, c'est ça. Enfin, tu vas peut-être nous raconter mieux l'histoire, JB, mais il faut savoir que Sam Altman, le patron d'OpenAI, a fait une petite rafle et s'est payé Peter Steenbergen et évidemment OpenClaw avec. Ah non, justement. Ça va rester Ça va rester ouais. Donc justement, ce qui est intéressant, c'est que... Ouais, mais bon, si tu... Enfin, vas-y, raconte-nous. C'est une IA personnelle, un assistant personnel,
pour moi, qui a été un peu survendu par rapport à ses capacités réelles. C'est très rigolo, mais surtout, c'est intégralement open source et ça va rester une fondation. Et donc, ce que Sam Altman achète, c'est vraiment la vision produit de Peter. Ça n'est pas OpenClaw, ça ne l'intéresse pas. Donc ça continue. C'est un projet intégralement open source. Qui est là pour automatiser tes tâches personnelles, s'il y en a que tu puisses automatiser, avec un système de plugins où tout le monde peut aller, un peu à la Home Assistant, mais ça reste open source. Il fait une fondation, lui il arrête, et lui il se fait embaucher pour un certain nombre de zéros. Voilà, donc c'est ce que dit Sam Altman. Hein, vous avez le tweet qui s'affiche à l'antenne. Peter Sternberger donc rejoint OpenAI pour piloter le développement de la prochaine génération d'agents personnels, etc., etc. C'est ce que tu disais, finalement. Pertinent de la part d'OpenAI de s'offrir ce gars-là ? Oui, parce qu'en fait, il y a un vrai problème pour OpenAI, c'est de trouver des vrais usages qui font que tout le monde va payer. Et avoir ton assistant personnel qui fait toutes tes tâches pas rigolotes, y compris remplir tes CERFA, ça intéresse du monde, parce que leur problème, c'est qu'il va falloir quand même que tout le monde paye 1 000 € par an à OpenAI. Donc, ils ont un problème produit, et avoir des gens qui sont mis à réfléchir du produit, c'est intéressant. Tu crois qu'il y a beaucoup de monde qui sont prêts à payer 1 000 €, non, moi, à donner 1 000 € par an à OpenAI ? Non, mais d'ailleurs, je ne suis pas investisseur à OpenAI, tu noteras. Mais alors, comment ça va marcher finalement ? Parce que c'est intéressant ce que tu dis, c'est que cet agent IA va remplir toutes les tâches à faible valeur ajoutée sur notre PC, c'est ça, dans notre quotidien ? Alors, ce qui est rigolo, c'est que, d'abord, c'est pas le premier. Non. 2, c'est des idées assez vieilles. Il y a plein de gens qui ont fait les choses, mais c'est bien packagé, il a réussi à lancer la communauté, c'est arrivé au bon moment, avec des agents avec des LLM qui étaient plutôt bons, et surtout tout un système de plugins où tu vas pouvoir rajouter, et c'est ça qui est très fort, c'est que tu peux rajouter des workflows, mais finalement, c'est ce qu'on a vu un peu en agentique entreprise que tu as en personnel. C'est très cool. Après, je pense que pour beaucoup de gens, il n'y a pas... Le besoin est relativement faible, et tu le remarques, hein, tu sais, c'est un peu comme tous tes services de conciergerie, finalement, il n'y a pas tant que ça de gens qui l'utilisent. Philippe ? Alors, moi, je fais partie de ceux qui, à la fois parce que je ne suis pas arrivé sur l'actu et que je n'ai pas forcément le temps ou la capacité de tout tester, n'ont pas testé OpenClaw, ne l'ont pas installé. Et j'ai compris par la suite qu'un certain nombre de personnes regrettaient de l'avoir installé, ou en tout cas s'apercevaient un peu trop tard qu'elles avaient délégué quasiment toute la sécurité de leur machine à OpenClaw. Ça, c'est un point. Il y a eu pas mal de discussions sur tout ce qui est vie privée, etc., parce que ça siphonne en fait. Oui, mais même données. au-delà de la vie privée, c'est-à-dire que tu donnes des droits d'administration ou des droits d'accès à ta machine extrêmement profonds. Cela dit, le système est obligé, s'il veut remplir les tâches que tu lui demandes de faire. Tu as le même problème avec CloudWork, avec Copilot, qui ont supprimé des dossiers de ta machine aux gens parce que le LLM n'a pas bien compris. C'est un sujet classique et qui va être longtemps. Non, mais ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je pense que ce qui a fait le succès phénoménal d'OpenClaw sur GitHub, puisque d'après ce que j'ai compris en préparant l'émission, le truc a été téléchargé 18 fois plus que Kubernetes dans une période de temps très courte. Donc c'est de très loin ce qui a attiré le plus l'attention, et 2 millions d'utilisateurs quotidiens, je crois, un truc comme ça. Les chiffres sont énormes en termes de vitesse d'adoption. Je pense qu'une des raisons du succès, c'est le fait que dans les interfaces qui sont proposées, en tout cas dans ce que j'en ai lu, puisque je ne l'ai pas essayé, il y a le fait de pouvoir lui parler à travers WhatsApp, Telegram, enfin à travers de pouvoir lui causer à distance. Bon, ok, très bien, ça c'est un truc qui n'est pas encore super facile à implémenter correctement sur une machine. Moi j'essaie de bricoler un peu, mais on en est loin. Moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un post que j'ai lu ce matin publié par un directeur senior de NVIDIA qui a joué avec OpenClaw, qui s'est aperçu qu'il y avait plein de bugs et de choses qui ne convenaient pas, qui du coup, comme c'est open source, sur GitHub a fait un fork, et en fait n'a pas pu maintenir son fork parce qu'il y a plus de 450 bots qui se sont mis à interagir avec la variante qu'il avait générée. Et ce qu'il montrait dans ce post, et ce à quoi il faisait réfléchir, que je trouve intéressant, c'est que les systèmes aujourd'hui de publication, de maintien de version, alors en langage barbare, de pull request, etc., qu'on trouve sur un
un ensemble de repositories publics comme GitHub, au passage, je vous rappelle, propriété de Microsoft. Ce système-là qui était adapté à du travail collaboratif entre des développeurs humains, manifestement, est en train d'être pris de vitesse et s'étouffe. Oui, par des agents IA. Sur des agents IA qui eux-mêmes viennent interagir avec et modifier le développement. Et donc, moi, ça me pose aussi la question de savoir si cette compression du temps, cette réduction de notre attention, cette délégation à des machines, va pas supposer de repenser, et c'est peut-être un des sujets sur lesquels tu travailles d'ailleurs, mais de repenser les infrastructures même de collaboration qui vont mettre de plus en plus en jeu des machines. Je vous rappelle qu'il y a plus de 50% du trafic sur les réseaux sociaux, sur Internet aujourd'hui, texte, audio maintenant, photo et vidéo qui est généré par des machines et plus par des humains. Donc il est possible qu'une partie de l'infrastructure, au-delà de Moldbook et des agents IA qui s'engueulent et qui se disent tiens, il faudrait qu'on invente un langage entre nous que les humains ne comprennent pas, face à tout le monde a fantasmé là-dessus. Mais au-delà de ça, je pense que l'infrastructure elle-même est en train de vivre un moment critique. Pierre. Moi, je pense qu'il a été racheté, pas pour cette raison, je pense qu'il a été racheté pour couper l'herbe sous le pied à la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, il est allé dans tout San Francisco, Peter Steinberger, voir toutes les grosses maisons Anthropic, OpenAI, etc. Mark Zuckerberg de Meta était intéressé pour. Mais Meta, ils ont déjà racheté Manus, souviens-toi, il y a quelques mois. Donc, ils ont acheté leur petit joujou, entre guillemets, agent, qui est Manus, Acquiring. Et du coup, je pense qu'il a joué la carte du. Oui, je me le récupère comme ça. Vous mettez combien ? On parle quand même. Manus a été racheté 2 milliards. On parle de chiffres potentiellement, et qu'il aurait évoqué sur le podcast avec Lex Fridman, de potentiellement 5 milliards pour un truc qui a été créé il y a 6 mois. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'espèce de côté délire stratosphérique. N'oublions pas aussi qu'OpenAI avait lancé un moteur d'agent qui s'appelait Atlas. On en entend plus parler. Ils avaient lancé tout un tas d'autres trucs. Atlas, c'était dans le navigateur. Les Chinois commencent aussi à lancer un nouvel agent dans un onglet de ton navigateur. Et aujourd'hui, ça pose des questions... Il y a Anthropic aussi qui a ça, je crois. Ouais. Ça pose avec Cowork, ça pose des questions de confidentialité, de vie privée, et comme le rappelait, comment elle s'appelle, Whittaker, la patronne de Signal, tous les super systèmes de chiffrage des messages de Signal, par exemple, qui est une messagerie hautement sécurisée, chiffrée de bout en bout, n'ont plus aucune espèce d'importance dans la mesure où vous laissez les clés du camion à un agent dont on ne sait pas comment il a été codé, etc. Moi, quand on m'a dit « t'as installé OpenClaw » ou à l'époque, il avait encore un autre nom, Moldbook, etc., j'ai dit « surtout pas ». Vous allez voir, dans 10 jours, ça va être la foire. Et en fait, effectivement, c'est un nid à virus. Il ne faut pas oublier un truc, les gens ont du mal à définir ce qu'est un agent. En fait, c'est assez simple. Un agent, c'est un virus sur lequel tu lui mets un costume propre. D'accord ? Parce qu'en fait, c'est ça. Un agent, c'est un peu un virus. Il a les mêmes fonctionnalités. Donc... Est-ce qu'on peut... JB est d'accord ou pas ? Non, c'est pas un virus, je peux pas dire ça. Ça n'a pas les mêmes fonctionnalités qu'un virus. Non, c'est pas un virus. Et c'est juste que là, il y a un vrai problème de sécurité sur la façon dont a été développé OpenClaw. Ça, c'est clair. Il y a un vrai sujet. Notamment, il s'en est un peu vanté de dire qu'il faisait que écrire du code sans jamais relire. Vibe coding. C'est même pas vibe coding, c'est vibe coding débile, c'est-à-dire sans réfléchir. Et là, et c'est pour ça que j'aime bien ce que tu dis, Philippe, là-dessus, c'est que le problème, c'est qu'on est dans une telle accélération, et c'est vraiment remarque avec Seedance, qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour réfléchir. Effectivement, là, les problèmes sur GitHub, tu as tellement de merge requests partout, en fait, tu es submergé de la même technique que la Trumposphère, là, où il te donne tellement de trucs qui devraient te hérisser le poil, qu'en fait, tu sais même plus comment réagir. Et donc, c'est ça. Ce n'est pas un virus, mais c'est vrai que niveau de sécurité, il y a beaucoup de gens, ils ne se rendent pas compte ce qu'ils ont fait. Et surtout, le gain, il est faible, tu vois, parce que si c'est pour commander tes billets d'avion, franchement, tu fais pas ça assez souvent pour que tu donnes toute ta vie. Est-ce qu'on peut revenir 2 secondes juste sur le petit débat que vous avez eu sur l'open source ? Philippe, on n'a plus de temps, c'est ça le problème. Alors on fera ça en antenne, mais un projet open source qui ne survit pas à son fondateur, je ne sais pas ce que peut devenir OpenClaw sans son instigateur. Moi, je pense que c'est bon. Bon, on va voir. On a... Écoutez,
Là, pour l'instant, il faut qu'on envoie la pub. On revient dans un instant. Et on va parler, tiens, on évoquait Mark Zuckerberg, on va évoquer Meta. Meta qui aimerait bien rajouter la reconnaissance faciale dans ses lunettes. Et évidemment, ça pose énormément de problèmes. On évoque tout ça juste après ceci. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, 20h04 sur BFM Business. Merci d'être avec nous, que ce soit à la radio, à la télé, en replay ou en podcast. On est là jusqu'à 21h et jusqu'à 20h30, on débriefe l'actu avec ce soir Jean-Baptiste Kempf, vous le savez, fondateur de Kyber. Tout va bien Kyber? Ça y est, ça décolle? Génial, on en parle bientôt. Ah, très bien. Tu en parleras sur le plateau de BFM Business dans Tech & Co. En exclusivité. Waouh. Toujours venir chez BFM. Toujours. C'est bien. Il a les bons codes. Combien tu lui as donné ce petit jeune? Rien du tout en Il est plus. bien, vous avez changé le formatage? On a fait une mise à jour de... Ah ouais. JB 3.0. Et ça marche très très bien, vraiment. La prochaine fois, on va lui mettre Grok et on va bien rigoler. Ah non, pas trop. Pierre Vanier est avec nous aussi, PDG de Flint, et Philippe Devost, fondateur de Phileos et cofondateur de Wanadoo. Je le disais, identifier, imaginer n'importe quel inconnu dans la rue d'un simple regard, ça va être bientôt possible. Selon une note interne qui a été publiée par le New York Times, Meta pourrait intégrer la reconnaissance faciale dans les Ray-Ban Meta. Une nouvelle fonctionnalité qui serait baptisée Name Tag, aussi impressionnante qu'inquiétante. Anthony Moal nous racontait tout cela dans Good Morning Business. C'est ça, vous baladez dans la rue, vous scannez la foule du regard et vous allez pouvoir identifier potentiellement n'importe qui, à condition que la personne ait un compte Facebook ou Instagram. Ou même chose dans une réunion de travail, on a toujours eu ce contexte-là où on croise une personne, on sait qu'on l'a déjà vue, mais on n'arrive plus à la remettre, et puis là, en fait, son nom va simplement s'afficher directement sur le verre de vos lunettes. C'est le principe, et ce sont les cas d'usage qu'on peut imaginer avec cette fonctionnalité baptisée Name Tag, que Meta pourrait intégrer dans toutes les lunettes IA, donc toutes les Meta Ray-Ban, qui se vendent comme des petits pains. On parlait la semaine dernière des résultats des EssilorLuxottica. On voit bien le succès qu'elles ont. Et ça, ça pourrait arriver dès cette année. Alors, c'est une note interne publiée par Meta et qui a été ensuite dévoilée par le New York Times qui révèle ça. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà de la fonctionnalité qui en soi pose déjà question, c'est vraiment sur des questions de respect de vie privée, je pense que ça va poser vraiment quelques petits problèmes, mais c'est le cynisme dont fait preuve Meta dans sa stratégie, en tout cas si l'on en croit encore une fois cette note publiée par le New York Times. Je vous la cite: nous lancerons notre campagne dans un contexte politique dynamique où de nombreux groupes de la société civile susceptibles de nous attaquer auront concentré leurs ressources sur d'autres préoccupations. Ils sont tellement occupés à affronter Donald Trump et dans un contexte politique américain hyper tendu que nous on va pouvoir lancer notre fonctionnalité reconnaissance faciale qui en d'autres temps nous aurait probablement entraîné quelques petits problèmes en toute discrétion et très tranquillement. Donc ça pose quand même question. Et la deuxième chose, le deuxième point cynisme, c'est ce qu'explique encore une fois le New York Times, c'est que visiblement Meta avait aussi pour objectif, alors est-ce qu'ils le feront ou pas, on n'en sait rien, mais de lancer cette fonctionnalité en la présentant comme un outil pour les malvoyants. Parce que c'est vrai que c'est très pratique pour les malvoyants de pouvoir reconnaître les gens dans la rue, mais c'est une manière aussi de faire passer la pilule. Bon, on va voir ce qu'il en est. On sait que technologiquement, ça ne pose pas de problème. Et d'ailleurs, il y a des étudiants de Harvard qui s'étaient amusés à hacker les lunettes et à les coupler avec un logiciel de reconnaissance faciale. Et ça fonctionnait très très bien. Ils se baladaient sur le campus, ils arrivaient à identifier n'importe qui. Et on voit bien que d'un point de vue stratégique, pour une entreprise comme Meta, ce serait assez incroyable en fait de coupler la base de données incroyable dont ils disposent déjà avec le monde réel. C'est-à-dire le fait de pouvoir analyser qui vous croisez, pendant combien de temps vous leur parlez, est-ce que les gens font la tête ou pas, quel type de vêtements ils portent. Ensuite, on peut vous cibler avec de la publicité en fonction de tout ça. Enfin, là, ça va quand même très très loin. Et dans le modèle économique de Meta, ça aurait aussi du sens. Voilà pour cette fonctionnalité qui est à la fois assez cool. Moi, j'avoue, imaginez, vous avez des lunettes Ray-Ban Meta et je regarde Pierre Vanier, j'ai une petite bulle qui apparaît parce que je me souviens plus de son prénom, avec ça arrive de temps en temps. Dessus, tu sais. Voilà, moins 50, n'a pas payé son amende. Alors, pas jusque-là, parce que je pense qu'il faut quand même des garde-fous, mais avoir des informations sur la personne avec qui on discute. Rappelle-moi ton prénom. Regarde bien, mets les lunettes et regarde bien. François. C'est ça. Mais effectivement, on ouvre la boîte de Pandore avec ce truc-là, parce que c'est vrai qu'on pourrait récolter énormément d'informations sur les personnes qu'on croiserait. Imaginez un petit peu la base de données de Meta. Facebook, depuis 20 ans, on tag des photos.
des photos taguées avec les visages. Meta, au début, Facebook, c'était ça. Il fallait taguer les photos. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Après, il y a eu Insta, il y a WhatsApp. Enfin, ils ont une base de données de plusieurs milliards de personnes, quoi. C'est quand même dingue. Ce que je trouve dingue, quand même, c'est de faire ça un peu en soum-soum, parce que le contexte politique en ce moment aux États-Unis permettrait de passer crème avec ce truc-là. Oui. Ça me paraît tellement gros que j'ai du mal à y croire. Et ça fait se poser la question de savoir, en fait, de l'œuf ou de la poule qui vient en premier. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'ils profitent d'une situation ou est-ce qu'une situation a été installée pour qu'on puisse profiter d'elle ? Waouh. C'est-à-dire qu'en fait, je vous donne 10 minutes. Le technocapitalisme, Peter Thiel, les plus gros de la tech, etc., sont tous en train de pousser des IA extrêmement puissantes, des systèmes dont on voit qui sont quand même pas habités par les desseins les plus humanistes et universalistes. Et je me demande qu'est-ce qu'on fait en Europe pour réglementer autour de ça et juste bannir ces outils. En fait, juste les bannir. Je suis désolé, je suis désolé, mais je refuse ces systèmes-là. Je suis pas de l'avis de François. Ça peut. Je vais vous prendre un exemple simple. Je trouve que le fantasme de la fonctionnalité est sympa, mais intellectuellement, ça me gêne. Mets-toi à la place. Je te prends un exemple d'une jeune adolescente qui a du mal à avoir confiance en elle, qui a des problèmes psychologiques, notamment créés par les réseaux sociaux, notamment Insta, notamment TikTok, notamment le doom scrolling, etc. Et elle va voir arriver François avec ses lunettes, avec éventuellement la petite LED ou pas. Qu'est-ce que tu penses que ça peut faire sur sa psyché ? Je suis désolé, en fait, ça va bousiller les gens. Ça va continuer à bousiller les gens. Donc, est-ce que les gens ont besoin de cette fonctionnalité-là ? On a fait 250 ans avec des lunettes sans rien. Pour moi, c'est pas un progrès. Si le progrès doit rimer avec un côté rétrograde au niveau social, on n'est pas dans du progrès. On est dans de la surveillance installée. Et moi, ça me plaît pas. Je suis désolé. JB, j'aime bien le fantasme. Ouais, mais ces fonctionnalités, elles doivent être faites sur le device avec les photos que tu as, de façon intégralement dans ta vie privée. Et que la personne à qui appartient le visage puisse être en opt-out. C'est-à-dire se dire, j'ai pas envie qu'on m'identifie sur les Ray-Ban Meta. Mais ça, jamais tu l'auras. Ça, tu l'auras pas. Jamais. Jamais. Là, le problème, c'est Meta. Ils vont pas te flouter en live. Non, pas te flouter, mais que dès le départ, par exemple, puisqu'ils vont puiser une base Meta, que quand tu vas sur Meta, tu puisses dire, moi, j'ai pas envie d'être détecté via ces lunettes. J'ai pas envie qu'on puisse savoir qui je suis. Tu peux pas l'avoir parce qu'en fait, tu as déjà trop de données, mais en fait, juste, t'as pas. Enfin, le problème, c'est la base de données Meta. C'est qu'en fait, en vrai, tu pourrais avoir ça sur ton téléphone avec les données que tu as déjà. Tu vois, c'est ça la difficulté. Et ouais, mais à ce moment-là, tu vas me dire, ouais, mais sur mon téléphone, j'ai que les gens que je connais. Donc finalement, ça tue la fonctionnalité. En fait, tes dérives, elles sont monstrueuses. Moi, j'ai un problème qui est de l'autocensure. C'est qu'en fait, tu t'es rendu compte que les gens vont se censurent. Plus ils sont surveillés, plus ils s'auto-censurent dans leur comportement. Tu vas faire attention à plus faire des choses et à limiter et t'auto-limiter ta liberté parce que c'est vraiment tout ce qui est autour des paradoxes de la tolérance et les extrêmes, c'est qu'en fait, tu commences à intégrer j'ai plus le droit de dire ça, j'ai plus le droit de faire ça. Bah non, mais tu vois, par exemple, chacun a tous ses petits plaisirs, t'as pas vraiment envie de le dire, mais en fait, ouais, mais en fait, t'es allé à la boulangerie une fois de trop, t'es allé faire des choses comme ça. Et ça, c'est ouais, mais non, mais c'est vrai. C'est le réflexe T'as plus cette vie privée, et plus tu recules en vie privée, plus tu t'auto-censures. Ouais. Et tu fais des trucs en cachette, et faire des trucs en cachette, finalement, pour moi, c'est va à l'encontre de ce qu'on a fait depuis 2-3 siècles. Non, et puis surtout une entrave à la liberté, parce que... Ouais, mais c'est même pas parce qu'ils te disent, mais on t'interdit rien faire. Ouais, mais... Et tu vois, t'auras une pression de la société qui sera telle... If you've done nothing bad, you have nothing to hide, right? Et c'est pas vrai. Tu as toujours quelque chose à cacher. Enfin, ou en tout cas, on est des humains, on a des travers, il y a des choses qu'on fait bien, des choses qu'on fait pas bien, et c'est en apprenant, et c'est avec ces erreurs qu'on a grandi, etc. Et en tout cas, ça va pas dans le côté on est d'accord chrétien qu'on a de pardon, de. Je pense qu'on pourrait partir une demi-heure là-dessus, toi et moi, et qu'on serait à mon avis d'accord.
Mais je me demande s'il ne faut pas distinguer d'un côté les questions éthiques, morales qui sont soulevées, et la question, par ailleurs, de la vie privée, au sens notamment d'une de ces expressions qui est le droit à l'anonymat. Parce que ce qui est montré, ce qui est très bien expliqué dans le reportage, c'est que non seulement ça va permettre de reconnaître ses amis, mais ça va permettre aussi de reconnaître des gens qu'on a croisés une fois, voire ça va permettre, moyennant des hacks tels que ceux qu'on fait... Alors c'est ironique d'ailleurs de voir que ce sont des anciens de Harvard qui ont joué avec ça. Harvard, le berceau de l'expérience sociale qui a été Facebook. Mais le vrai sujet, c'est la fin de l'anonymat. C'est la fin de l'anonymat de fait dans l'espace public. Et en fait, cette fin de l'anonymat ou cette appropriation par d'autres de données qui me concernent et qui sont très intimes, en fait, ce qui se passe là, ça va être un cas d'école extraordinaire pour savoir si l'Europe va être le laboratoire, grâce à ou à cause de Meta, va être le laboratoire de son cadre réglementaire sur le respect de la vie privée. Et soit elle va interdire, soit ça va faire un cas d'école. Mais c'est un point qui est intéressant. Mais pour moi, le sujet, c'est que à partir du moment où voir devient scanner, parce qu'en fait, quand on chose des lunettes Meta, on se met à scanner le monde plutôt qu'à regarder avec ses yeux ou avec l'aide de quelque chose. À ce moment-là, on revient sur un sujet qu'on a déjà évoqué, qui va être celui du droit à l'image. C'est est-ce que le fait que je sois vu dans l'espace public et capturé par les lunettes de quelqu'un d'autre que je connais ou que je ne connais pas, et est-ce que les données qui sortent, est-ce qu'elles m'appartiennent? Est-ce que j'ai donné un consentement? Je vais faire un petit parallèle. Il y a aujourd'hui un sujet qui est en train de monter dans le monde du sport, qui est la capture, soit directement sur le terrain, soit à travers l'écran de télévision d'un événement sportif qui est relayé, la capture des paramètres personnels de chacun des joueurs, la distance qu'ils ont courue, leur degré de fatigue, leur degré d'entraînement, et on glisse du paramédical vers le médical. Est-ce que c'est encadré aujourd'hui? Je ne crois pas. Et il y a des sociétés comme Opta, par exemple, qui revendent ces données à d'autres, dans un contexte qui est encore extrêmement, extrêmement flou. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Ça devrait nous remettre en réflexion collective sur qu'est-ce que c'est que la vie privée, qu'est-ce que c'est que l'anonymat. Enfin, je vous rappelle quand même, et je termine avec ça, que nous vivons dans des villes dans lesquelles il y a déjà plein de caméras, dont certaines étaient au départ exceptionnellement pour les JO couplées avec des systèmes d'IA. Maintenant, c'est en train de se généraliser comme d'habitude. Simplement là, ça arrive sur la tête de chacun. C'est donc à nouveau, comme avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure ou avec le web, on met ces outils dans les mains de tout le monde. Je voulais ajouter... Après, ça passera, on est d'accord, excuse-moi Pierre, mais ça passera pas en Europe, de toute façon. Ah bah, ça sera... tant qu'on le refuse pas, pourquoi ça passerait pas? Bon, je pense que la CNIL dirait contre. Le RGPD, à mon avis, c'est pas bon. Mais c'est pas commercialisé, les Ray-Ban Meta, aujourd'hui en France? Oui, mais il n'y a pas cette fonctionnalité de reconnaissance faciale avec les caméras, tu vois. Moi, je pense que ça passerait pas, mais enfin bon. Écoute, moi, je vais prier très très fort pour que tu aies raison. Ce que disait Jean-Baptiste, c'est assez intéressant, le côté où on se prive soi-même. Un truc intéressant. C'est exactement le panoptique de Bernan, je crois, et ensuite de Michel Foucault, où en fait, tu as les prisonniers qui sont à l'extérieur, et au centre de la cour, tu as une vigie, mais les prisonniers ne voient pas le surveillant qui les regarde, ce qui fait qu'eux-mêmes s'auto-censurent sur leur propre liberté. Et on est exactement là-dedans. Oui. Parce qu'en fait, la vigie, c'est les méta. Donc, je ne suis pas en train de rêver. Il y a des philosophes qui ont écrit là-dessus. Donc, c'est important. Et puis, ça renvoie aussi à notre tentation profonde humaine au voyeurisme, le goût des autres, la vie des autres, etc. Enfin, on a besoin du secret. On renvoie à ça. Non, on est juste en train d'inventer Shazam pour les personnes. Hein. Oui, c'est ça. C'est le Shazam des personnes. Le Shazam des personnes. Bon, pour l'instant, ce n'est qu'un projet. On verra si Meta met à jour ses lunettes avec cette fonctionnalité et si ça arrive sur notre continent. La portabilité du voyeurisme. La portabilité du voyeurisme. Ennemi d'État. Ouais. On enchaîne avec Tesla, qui propose depuis peu une mise à jour sur ses voitures. Alors là, franchement, moi je dis que c'est plutôt cool, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C'est le fait qu'on puisse discuter avec Grok dans sa Tesla. Pour en faire quoi?
Alors attends. Il est remonté comme une pendule. Ouais, il est remonté comme une pendule. Bah, déjà, pourquoi bon, évidemment, c'est un peu futile parce que vous dites à quoi ça sert de discuter avec. Mais bon, on peut se dire, bah tiens, je dois aller à tel endroit, raconte-moi l'histoire de cette route, ou je sais pas, moi, on peut avoir de l'info comme ça, des petits accompagnements quand tu conduis, quand la route est monotone, tu vois, je sais pas, moi, ça peut être sympa. Mais donc, c'est un moteur de recherche, en fait. Oui, mais c'est un moteur de recherche qui nécessite pas d'être déconcentré par une interface. Tu discutes et tu dis, enfin, et voilà, il écoute ce que tu dis. Tu peux parler avec Google, dans Apple Car, etc. Tu peux poser des questions à ton moteur de recherche depuis un bout de temps, quand même. Tu peux pas discuter avec une IA générative dans les voitures, je pense. Je pense pas. Alors, peut-être qu'il y a ChatGPT est arrivé, mais c'est quand même assez anecdotique. Deuxièmement, ça joue sur les fonctionnalités de la voiture. Ça, c'est plutôt cool. Pas toutes les tu peux pas mettre la clim. Pas toutes les fonctionnalités, mais par exemple, tu peux recalculer un itinéraire. Oui, c'est ça. Tu peux rajouter un point dans ton navigation. Voilà, des petits trucs comme ça. Mais je pense que l'idée, c'est qu'ils veulent le connecter. Non, mais ils veulent le connecter. Mais demain, bien évidemment. Ça va être comme dans les avions, si tu veux. Clignot à droite, clignot à gauche. Voilà. Dans les avions, je vous rappelle qu'il y a une séparation physique entre le système d'entertainment avec le Wi-Fi, la vidéo, et le réseau physique des commandes électriques de vol et de tous les paramètres de vol. Là, pour le coup, je pense ou j'espère qu'un régulateur, et pourtant de temps en temps je suis un peu critique avec les régulateurs quand ils en font trop, mais là je pense que ces fonctions-là, elles vont être séparées pendant encore un moment. Même baisser une vitre. Il suffit qu'il y ait un petit qui soit sorti de son siège bébé, qui a envie de se pencher. Enfin, Non, moi, ce que je trouve très paradoxal, alors on voit bien d'où vient Musk là-dessus. Il cherche à tout intégrer du mieux qu'il peut, à la fois parce qu'il y a des montages financiers assez complexes entre ces différentes entreprises, d'une part, et d'autre part parce que Grok, on en entend un peu moins parler ces derniers temps, et il ne soit pas tellement certain qu'XAI arrive à tenir le rythme, donc il essaye de... Et moi, je suis persuadé qu'il va nous pondre une connexion Starlink dans les Tesla dans les semaines ou les mois qui viennent. Mais ce que je trouve paradoxal et amusant quand même, c'est que il y a 2 jours, il y avait une petite news qui passait, qui était que Tesla repoussait l'intégration de CarPlay, pour ceux qui ont des iPhones, dans les Tesla, parce qu'ils attendaient une histoire de compatibilité. Bon, on va voir ce que ça donne avec Grok, mais... Non, moi, ce que je trouve très bizarre, c'est le fait que tant que les conversations dans une voiture, tant que tu es tout seul dans ta Tesla, tout va bien. Quand tu es à plusieurs, y compris avec des plus jeunes, comme j'ai compris que Grok est assez peu filtré, et que Grok peut partir en live. Alors, je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas poussé en certains chances, parce que ce n'est pas mon truc, mais voilà, pour moi, c'est à la fois une non-nouvelle et plutôt un signal de difficulté à la fois du côté de Tesla, du côté d'XAI, et une tentative d'essayer de réconcilier les deux. Mais si tu veux parler à ton assistant IA, c'est dommage que si Frédéric était là, il dirait je parle à Perplexity. C'est clair. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu croises quelque chose sur ton trajet et que tu veux te poser une question, le fait d'interagir en vocal avec un assistant de recherche extrêmement concis, là, pour le coup, c'est génial. Et il y a quand même aussi un petit problème de concurrence et d'anti-concurrence. C'est qu'en fait, tu te rends compte que, ok, je mets Grok parce que ça m'arrange bien avec Tesla. Et tu arrives, tu dis, je suis Perplexity, est-ce que j'ai le droit ? Tu vois, il n'y a pas le même niveau. Pourquoi Google va dire, et moi, et Gemini, j'ai pas la même intégration. Donc en fait, moi, j'ai quand même un autre problème, qui est un problème de toute façon, d'anti-concurrence. D'accessibilité, finalement. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas CarPlay sur les Tesla, d'ailleurs. Hein. Parce que c'est la guerre entre Tesla et Apple, et que Tesla ne veut pas que Apple arrive dans le véhicule. Mais je suis assez d'accord avec Jean-Baptiste, c'est pas normal. C'est différent parce que ça te ramène une autre interface dans ton interface de ton véhicule. Et tu as plein de justifications en disant c'est un peu bizarre, etc. Là, c'est une fonctionnalité qui est grosso modo, je peux parler à mon assistant, mon moteur de recherche intelligent, tu l'appelles comme tu veux. Pourquoi il y en a un qui est favorisé par rapport aux autres ? Et là, le régulateur américain ne fait pas son travail, c'est clair. Voilà donc pour cette news. À tester, hein, ça marche déjà, c'est gratuit cette mise à jour. Bon, il faut avoir une connexion dans sa Tesla. Il faut avoir une Tesla récente aussi. Il faut avoir une Tesla récente avec du processeur AMD, je crois, à l'intérieur. Oui. Et une connexion Internet aussi. Mais oui. Moi, je pense qu'il veut aussi quand même rattraper les Chinois qui poussent très très fort quand même. Oui, bien sûr. Ils ont tous de l'IA dans leur voiture.
Ouais, et puis la Tesla devient un peu la vitrine technologique d'Elon Musk. XAI, je vous le dis, je suis persuadé que Elon Musk va nous annoncer des Tesla compatibles Starlink dans les semaines ou les mois qui viennent, obligatoirement, pour que, en fait, il y ait tous les services Tesla, en tout cas tous les services Elon Musk, dans une Tesla. Il nous reste 5 minutes. J'aimerais qu'on évoque aussi la date du 4 mars, qui va être sans doute très intéressante pour tous ceux qui s'intéressent un peu à l'actualité d'Apple, puisque Apple réunira quelques poignées de journalistes un peu partout dans le monde, à la fois aux États-Unis, en Europe, mais aussi en Asie, pour faire pas mal d'annonces. Alors, comme toujours avec Apple, on se doute que les annonces vont tourner autour de nouveaux produits. Et on évoque un nouvel iPhone. Alors, ça serait un iPhone low cost qui serait en fait le 17E. Et aussi, et ça serait quand même un sacré coup de pied dans la fourmilière du monde du PC, un Mac qui serait sensiblement moins cher que ceux qui existent actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un MacBook Air, vous n'avez rien à moins de 1 000 €. Ouais. Là, Apple s'apprêterait à sortir une machine qui coûterait entre les 600 et 700 $. Alors, il faut voir après comment ça va se transformer en euros ici. Mais malgré tout, il y a une espèce de démocratisation des produits Apple. Et franchement, cette annonce risque de faire quand même un sacré bruit. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre. Moi, j'ai l'impression, enfin après, je ne suis pas un expert en marketing, en sales, etc., mais j'ai l'impression qu'ils ouvrent leur chakra, parce que c'est carrément un changement pour Apple de paradigme presque, de philosophie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les produits Apple sont généralement plus chers, réservés, etc., à une certaine élite, parce que c'est cher, parce que tout le monde ne peut pas se payer un téléphone à plus de 1 000 €, un ordinateur à plus de 1 500 €. Et là, le fait d'ouvrir vers le bas, entre guillemets, et de démocratiser l'accès à ces ordinateurs, ils vont venir concurrencer les Chromebooks, les PC Windows pas très chers, etc. Donc c'est un nouveau pan de marché qu'ils ouvrent, et je me pose la question de savoir pourquoi ils ouvrent un nouveau pan de marché. Parce que je pense que de l'autre côté, peut-être que ça commence un petit peu à piétiner. C'est-à-dire que on l'a vu, les taux de renouvellement. Moi, ça doit être un 15 ou je sais pas quoi. J'ai arrêté de compter parce que 15, 16, 17, 18. Enfin, au bout d'un moment, il marche. Il est un peu pété, mais 17, 18, etc. Et d'ailleurs, tu changes quand il y a un problème de batterie et quand ta batterie dure moins longtemps. Oui, c'est pas trop un problème de hardware pur. Ouais, et en fait, c'est important. Moi, je suis un peu surpris. Alors, en plus, moi, j'ai complètement découvert ça quand on a parlé ce matin. Le 17E. Après, ce ne sont que des rumeurs, attention. Ouais. Mais alors, le 17E, de toute façon, c'est les SE qu'il faut. Ils ont toujours eu un niveau. On en avait déjà discuté à la sortie de l'iPhone 17, où on sent que c'est la base pour la suite. Voilà, on sent avec le Slim. Donc, on sent qu'il y a une transformation qui va arriver. Donc, avoir un peu sur cette version, une version SE, light, moins chère, je ne suis pas très étonné. Le MacBook moins cher, alors là, je dois avouer, je suis scotché. En particulier, quand tu vois le prix des composants. La RAM coûte maintenant une fortune, les SSD coûtent une fortune, les HDD, les disques durs coûtent une fortune. Tout est en train de faire x10. Je ne comprends pas comment ils peuvent descendre en prix. Tu peux expliquer pourquoi tout fait x10 ? Ça, c'est intéressant. Tout fait tous x10. Les composants. Parce que, en fait, oui, parce que en fait, l'IA est en train de tout bouffer. Oui, tous les composants. Mais pas l'IA. Les grosses entreprises d'IA. Les data centers. Il y a quelques entreprises d'IA qui sont maintenant qui prennent beaucoup de choses. Mais donc là, je suis un peu étonné. Mon avis, c'est Chromebook. C'est en fait quand tu vas maintenant, tu vas aux États-Unis, dans toutes les universités, les gens ont des Chromebooks. Mais genre tout le monde. On ne s'en rend pas compte en Europe parce que ça marche pas aussi bien. On voit pas. Mais ça, c'est vrai que c'est très important. Or, c'était un peu la technique Microsoft il y a très longtemps. Je rappelle, Windows et Office s'est imposé parce que c'était gratuit et on laissait pirater et on avait des licences gratuites pour les étudiants. Et ça prépare la génération d'après. Et finalement, la génération d'après, elle te dit, entre un Chromebook et un MacBook, je vois pas trop la différence. Philippe, pour terminer. Deux choses. La première, c'est que si jamais c'est avéré et si jamais c'est confirmé, c'est une démonstration technologique assez intéressante de la part d'Apple qui va réussir à une espèce de cheval de Troie à vendre une jolie machine avec un joli hardware avec un moteur de mobilette à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que le moteur de mobilette, en fait, il n'est pas si mauvais que ça. C'est la fusion. Le niveau des puces de la série A qui tournent là-dedans atteint maintenant des degrés de puissance qu'on a complètement oubliés et devient suffisant pour
les tâches quotidiennes d'un étudiant, sauf un étudiant en IA, mais ça c'est un autre sujet, et qui a besoin d'autonomie et d'un budget très, très serré. Bon. Donc ça montre bien que le savoir-faire d'Apple en matière de design de composants, que ce soit pour les ordis, parce que c'est eux qui les conçoivent, et leurs smartphones, ils sont en totale maîtrise. Bon. Alors j'ai fait 3 petits calculs avant d'arriver. C'est pas ça qui va faire gagner beaucoup de consommation. La véritable différence, c'est que les machines seront nettement moins puissantes dès qu'il faut leur faire des choses un peu complexes. Oui, bien sûr, ça va être de l'entrée de gamme. Mais en termes de gain de consommation, ne vous dites pas « Ah oui, il va y avoir une batterie beaucoup plus grosse que ce qui est là-dedans, donc je vais avoir 4 jours d'autonomie. » Ça sera sans doute pas le cas. Maintenant, pour moi, la seule chose qui explique ça, si c'est avéré, c'est qu'il faut se souvenir que les services aujourd'hui d'Apple représentent un quart du chiffre d'affaires de la société, mais représentent la moitié de la marge brute de tout Apple. Donc ce serait des produits d'Apple. C'est un produit d'Apple. Et non pas d'Apple. Voilà, et non pas d'Apple. Si jamais, pour répondre à ta question et à la remarque légitime de Pierre, les composants et la mémoire sont très chers, il n'y en aura pas beaucoup. Et par conséquent, la motivation pour utiliser les extensions d'hébergement d'iCloud au-delà, ça va arriver. Et donc, c'est simplement un très bon moyen de faire entrer la jeune génération dans un écosystème de services qui, encore une fois, représente la moitié de la marge brute d'Apple. Et d'ailleurs, ces machines, ces MacBooks seraient plutôt réservés aux étudiants et aux entreprises. Et quand tu commences à mettre le doigt dans l'écosystème Apple... mon seul regret, c'est qu'ils évoquent un MacBook de 13 pouces. Ouais. Moi, j'aurais adoré qu'ils reviennent au 12, parce que mon petit MacBook de 12 pouces de l'époque me manque terriblement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Jean-Baptiste. Merci. À très bientôt. Merci à Pierre Vanier, PDG de Flint, et merci à Philippe Devost, fondateur de Phileos et cofondateur de Wanadoo. Encore une demi-heure à passer ensemble. Tech & Co chaque soir, on est là jusqu'à 21h avec au sommaire pour notre dernière partie. On découvrira cette IA qui facilite l'embauche du côté des RH. C'est assez étonnant, ça s'appelle Adèle. On recevra le fondateur de cette start-up dans un instant et puis on découvrira aussi un autre assistant IA avec lequel vous allez pouvoir discuter, qui s'appelle Heur et qui est fait en France. Voilà le sommaire de ce Tech & Co. Et puis dans une minute, c'est Léa Benaïm qui nous rejoint pour le Tech Flash. À tout de suite et merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Très belle soirée, merci d'avoir choisi BFM Business comme chaque soir, que vous soyez à la radio, à la télé, en replay ou en podcast. C'est Tech & Co, 19h30, 21h. Et chaque soir, quasiment à la même heure, on retrouve un condensé de l'actu tech du jour. C'est le Tech Flash et c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, ça chauffe entre le Pentagone et Anthropic. Le gouvernement américain envisage de mettre fin au contrat de 200 millions de dollars signé avec la start-up et pour cause. Anthropic refuse que sa technologie soit utilisée pour développer des armes autonomes ou des dispositifs de surveillance de masse. En représailles, le Pentagone menace de classer l'entreprise sur liste noire, ce qui signifierait que les acteurs qui travaillent avec l'armée américaine auront désormais interdiction de signer avec Anthropic. En France, l'usage de l'intelligence artificielle pour lutter contre le vol à l'étalage a été autorisé. L'Assemblée nationale a adopté hier soir un texte permettant le recours à la vidéosurveillance algorithmique dans les commerces. Objectif, détecter automatiquement les comportements suspects dans les allées des magasins. Ces caméras augmentées pourraient permettre de réduire les vols de 20 à 50% selon le député Paul Midi qui a porté le projet de loi dans l'hémicycle. Ça vous fait rire? C'est ça qui vous fait rire. Allez, on enchaîne avec l'application France Identité qui va bientôt être acceptée dans les aéroports cet été. Ça, c'est cool. C'est vraiment une bonne nouvelle. Elle permettra de justifier son identité lors de l'embarquement, mais uniquement pour les vols domestiques au départ d'aéroports français. Jusqu'ici, son usage restait limité. Seule la SNCF et les forces de l'ordre l'acceptaient. En revanche, France Identité ne fonctionne toujours pas pour les contrôles dans les transports en commun. Le retrait de colis à
la poste ou l'accès à certains services administratifs. Dans l'actualité des jeux vidéo, c'est une mauvaise nouvelle pour la PS6 prévue en 2027. La sortie de la future console de Sony pourrait être décalée à 2029. Une conséquence directe de la pénurie mondiale de composants électroniques qui affecte toute l'industrie. Selon Bloomberg, Sony serait donc prêt à prolonger la durée de vie de la PS5 qui est normalement de 7 ans. Et enfin, Apple enterre un peu plus le SMS. La prochaine mise à jour de l'iPhone va introduire le chiffrement de bout en bout pour le RCS, un standard de sécurité qui n'était pas encore disponible avec le successeur du SMS. Mais avec la prochaine mise à jour, tous les textos seront chiffrés aussi bien entre iPhone qu'avec un Android. Les 4 principaux opérateurs français sont de leur côté déjà prêts pour le lancement. Et pour finir, rendez-vous ce soir à 22h30 ici même sur BFM Business pour Tech & Co Business, votre rendez-vous en compagnie de Frédéric Simotel. Et ce soir au programme, c'est devenu une habitude. Les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina ont eux aussi fait les frais des cyberattaques. Parmi les suspects, sans surprise, des hackers russes. On écoute un extrait. Oui, on pense à ce groupe qui s'appelle No Name, qui a déjà subi sévices en France, d'ailleurs, contre la Poste en fin d'année, qui est un groupe plutôt actif. Oui. Moi, ce qui m'intéressait dans ce sujet... Je dis juste un mot, parce qu'on en avait déjà parlé dans un autre débrief, mais sur la Poste, à Noël, ça a jamais été, l'ampleur n'avait jamais été vue, autant de messages pour bloquer, enfin, ça s'est compté en milliards. Oui, c'était une attaque vraiment d'ampleur, phénoménale. Et on a vu d'ailleurs, d'habitude, une attaque de DDoS, ça se résout en quelques heures. Là, ils ont mis plusieurs jours, donc c'était une attaque d'ampleur. Et donc là, sur l'Italie, à tout niveau, est-ce que c'est sur le sport, le diplomatique, Alors plutôt sur le diplomatique, effectivement, avec des ministères des Affaires étrangères. Moi, ce qui m'a surtout frappé dans cette attaque, c'est les hôtels qui ont été ciblés, les hôtels là où sont les athlètes. Donc, on voit à quel point on peut se croire insignifiant et au final se faire quand même cibler par des groupes qui ont des intérêts avec des États. Voilà, Tech & Co Business ce soir, 22h30 sur BFM Business à la radio, à la télé, 20h39. Il est temps de découvrir Adèle, une IA qui va aider les RH et peut-être aussi les futurs employés. On en parle tout de suite avec mon invité. Tech & Co, la quotidienne, la start-up. Jérémy Duris est avec nous. Bonsoir Jérémy. Oui, bonsoir. Merci. Vous êtes le fondateur de All-in-One qui, en fait, a présenté Adèle, qui est une IA qui va présélectionner les candidats avant un entretien d'embauche. Et on se rend compte que l'IA est partout et maintenant, elle peut même, en quelque sorte, faire des interviews à la place des humains pour faire des gros tris de CV. C'est un peu ça, le principe d'Adèle ? Alors, j'étais venu ici sur ce plateau présenter en fait l'année dernière le tri de CV par l'IA, qui était déjà en fait une révolution qui s'est intégrée en fait dans les entreprises assez massivement en fait depuis une année, en 2025. On rappelle comment ça marchait ? Alors en fait, le tri de CV, les CV arrivent, il y a une multidiffusion qui s'opère, votre offre d'emploi elle est diffusée, vous avez des CV en fait derrière qui arrivent sur les offres d'emploi et à chaque fois que les CV arrivent, ils sont scorés par l'IA, donc de 1 à 10 en fonction en fait ça prend en compte en fait l'offre d'emploi et le CV et puis ça vous met une note en fait sur le CV pour que ça soit plus clair et plus rapide pour le recruteur. Ensuite, le recruteur peut décider avec une note un peu supérieure, souvent c'est ce qu'ils font, par exemple 9 sur 10, ils peuvent décider de faire intervenir l'IA vocale et donc Adèle, c'est pourquoi je suis venu vous voir ce soir. Alors, comment ça marche ? Adèle, comment ça marche ? À partir du moment où vous êtes recruteur et que vous allez en fait paramétrer votre IA pour qu'elle puisse contacter des candidats, eh bien vous allez avoir votre IA qui va vous envoyer un mail, vous êtes candidat, vous pouvez sélectionner le créneau et vous allez en fait vous retrouver en situation d'entretien sur le créneau que vous avez choisi. Adèle en fait vous demande si oui ou non vous acceptez d'être enregistré, c'est la base du RGPD. Et puis ensuite vous avez toute une liste de questions qui peuvent... Mais de manière naturelle, c'est-à-dire qu'on échange comme si j'avais... C'est totalement naturel, je vous invite à essayer de le faire
faire. Il y a un lien de démo en fait sur notre site, sur allinonehr.ai. Et donc, je vous invite vraiment à faire la démo. En fait, c'est vraiment une voix, alors qui reste robotique. On a eu quelques reproches à ce niveau-là. Nous, on veut que ça reste robotique parce qu'en fait, c'est un système automatique. On sait qu'on est en conversation en fait avec un robot. L'objectif, c'est pas de remplacer l'humain à ce niveau-là. On voit qu'il y a une vraie volonté des RH de faciliter un petit peu le quotidien, parce que c'est vrai que trier 300 CV sur une offre en moyenne, c'est compliqué. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA pour déceler la perle rare, par exemple, le profil qui sort de l'ordinaire, le rapport humain aussi qui est important. Parfois, on peut avoir un entretien avec, je ne sais pas moi, quelque chose qui peut matcher avec une personne. Est-ce qu'on perd ça ou pas avec votre concept ? Pas du tout, et même au contraire. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'utiliser l'IA dans le recrutement, parce qu'en fait, finalement, sur l'équité, la machine, elle va toujours opérer de la même manière. À partir du moment où les consignes sont opérées par la machine, vous allez toujours être en situation où le robot, donc Adèle, vous posera toujours systématiquement la même typologie de questions. Donc vous n'avez pas de biais, c'est plus équitable, c'est plus juste pour le candidat. Vous vous retrouvez donc dans une situation où le recrutement, globalement, il est très amélioré dans l'entreprise. Mais est-ce que l'IA, par exemple, va juger les hésitations, le trac de la personne qui va être en face ? Alors en Europe, non, surtout pas, parce qu'il y a une IA Act qui existe. Et qui empêche ça ? Qui empêche en fait cette particularité. Il y a des outils qui sont sortis en Australie, j'en voyais tout à l'heure, ou même aux États-Unis, en fait, qui ne l'empêchent pas. Et je crois que c'est un vrai problème finalement, parce qu'on se retrouve dans une situation où sans normes, eh bien, on se retrouverait à être jugé sur un sourire, ou on se retrouverait à être jugé sur une émotion qu'on pourrait avoir et qui ne serait pas justifiée. Là, on a l'opportunité finalement de prendre le problème du recrutement autrement. Et je trouve qu'on critique souvent les normes, mais que pour le coup, l'IA Act peut vraiment nous aider à faire quelque chose d'ultra qualitatif. Parce que tous les produits européens, toutes les entreprises comme nous, finalement, aujourd'hui, elles sont toutes sur la même ligne de départ et elles sont en train de construire un outil en binôme avec l'IA Act. Et je trouve que c'est ça qui est très intéressant. Concrètement, pour la personne qui recrute, après s'être servi d'Adèle, qu'est-ce qu'il retrouve en fait ? Qu'est-ce qu'il a comme tableau de bord et qu'est-ce qu'il va avoir comme CV ou comme candidat ? Alors, juste après l'entretien, il reçoit un feedback qui lui donne en fait quelques indications, donc la note globale qu'il lui donnerait, et puis il va lui donner des indications et des conseils sur le futur. Si tu passes d'autres types d'entretiens de ce type, par exemple de vendeur, je te conseille de mettre plus en avant que tu es motivé par la relation client. Je te conseille de mettre en avant, si tu travailles dans la restauration, les coupures que tu acceptes, les 2, 3, 4, 5 coupures qu'on voit jamais dans les CV, par exemple. Ça, c'est un bon exemple dans la restauration. En fait, l'IA va vraiment être méthodique, coacher les candidats. C'est ça qui est très intéressant pour le candidat, c'est fantastique, parce que déjà pour une fois, il reçoit des réponses, alors que 3 candidats sur 4 s'en plaignent. Dans toutes les études, ils reçoivent jamais de réponse, ou alors quand un candidat postule, il reçoit un mail générique qui lui dit si vous n'avez pas de nouvelles de nous dans les 3 semaines. Oui, c'est plus un accusé de réception C'est plus un accusé de réception dans la foulée de la candidature. Ça, les candidats n'en veulent plus. En 2026, ils ont bien compris que l'IA existe, que les entreprises s'en saisissent, donc ils demandent à avoir une réponse. Donc là, l'IA, c'est une solution parfaite. Elle leur permet d'avoir une réponse directe. D'ailleurs, on le voit, on a mis en place en fait un système qui pose des questions. Adèle pose 2 questions à la fin de l'entretien en demandant comment vous vous êtes senti, quel est votre ressenti en fait de l'entretien, et directement on a le candidat en fait qui va pouvoir dire si oui ou non il était bien, il était à l'aise, etc. Et donc on peut transmettre toutes ces informations à l'entreprise pour que sa marque employeur puisse évoluer. Si par exemple je suis à la recherche d'un emploi et je fais plusieurs campagnes de recrutement de plusieurs boîtes qui utilisent votre service, par exemple. Est-ce qu'à chaque fois, je vais repartir de zéro avec Adèle, ou est-ce qu'elle va garder en mémoire que j'ai postulé pour telle boîte ou telle boîte ou telle boîte ? Alors non, chez nous, elle ne va pas garder en mémoire que vous avez postulé, et donc elle repartira à zéro, parce que c'est le recruteur qui indique des consignes, c'est l'équivalent d'un prompt, qui va indiquer des consignes en fait finalement pour pouvoir vous poser des questions. Donc on repart à zéro à chaque nouveau CV, on repart à zéro à chaque nouveau candidat.
Évidemment, il y a de l'intelligence artificielle générative derrière tout ça. Vous faites appel à quelle recette d'IA aujourd'hui ? Alors, pour gérer de la conversation au niveau en fait qu'on a réussi à créer, on a utilisé plusieurs IA qui sont devenues des IA propriétaires finalement. Donc on a toutes les IA intégrées, à la fois pour parser le CV, donc pour réussir à sortir l'ensemble des données. Derrière, on a réussi également en fait à avoir une conversation assez parfaite. Donc on a utilisé une autre type d'IA GPT. Donc on a agrégé finalement un ensemble d'IA, et pour coder Claude, etc. Donc on a vraiment agrégé un ensemble d'IA qui est une stack globale et qui permet vraiment à nos clients de connecter direct un logiciel qui leur permet d'être très efficace et très révolutionnaire en termes de recrutement. Voilà, déjà 150 entreprises qui utilisent votre service qui est disponible depuis 6 mois. Merci beaucoup Jérémy Duris. Merci à vous, merci pour votre invitation. Fondateur de All in One avec Adèle. Et tout de suite, direction la rédaction de BFM Tech, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne. La chronique BFM Tech. Raphaël Raffray nous a rejoint. Bonsoir Raphaël, journaliste à BFM Tech. Merci d'être là. Ce soir, tu vas nous parler d'un nouveau terrain de jeu pour Elon Musk et ses entreprises. Ce sont des drones autonomes dopés à l'intelligence artificielle pour le Pentagone. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette course technologique, Raphaël ? Oui, tout à fait, François. En 2015, Elon Musk affirmait au magazine Time que l'IA pouvait rendre le champ de bataille plus sûr pour les humains, sans créer forcément de nouveaux outils pour tuer. Ironie de l'histoire, 10 ans après, c'est ces entreprises qui participent à un programme militaire développé par le Pentagone et l'armée américaine. Alors SpaceX et xAI, en effet, font partie d'un petit groupe d'entreprises qui ont été retenues pour un défi top secret lancé en janvier par le Pentagone lui-même, comme vous l'avez dit. À la clé, c'est 100 millions de dollars pour développer une technologie capable de traduire des ordres vocaux en instructions numériques pour piloter plusieurs drones dans les airs comme dans les mers. Donc le concours, lui, doit durer 6 mois et se dérouler en 5 étapes, du développement de logiciels hôtesse grandeur nature avec un objectif clair, permettre à un commandant humain de donner un ordre vocal et voir un essaim de drones s'organiser seul pour l'exécuter. Alors évidemment, c'est très spectaculaire, mais c'est en fait une voie pour décider de vie ou de mort, finalement. Oui, tout à fait. Alors si organiser plusieurs drones ensemble, ça reste du déjà vu, les faire agir comme une unité coordonnée sur un champ de bataille capable de partager des informations, de s'adapter à l'environnement compliqué ou encore de poursuivre une cible, sans supervision humaine, ça reste un défi technologique majeur, mais ce qui frappe dans le projet, comme vous l'avez dit, c'est que les dernières lignes évoquent une séquence allant, je cite, du lancement à la neutralisation, autrement dit, c'est la létalité programmée. Alors si les détails de cet usage de drones de combat autonomes capables de donner la mort restent encore assez flous, ils soulèvent déjà de sérieuses questions d'éthique et dans ce contexte, la frontière entre innovation technologique et contrôle militaire devient de plus en plus mince. Donc à l'avenir, on pourrait bien imaginer une guerre qui se jouerait sur simple commande vocale. Ouais, et c'est quand même assez vertigineux tout ça. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à aller directement sur le site de BFM Tech. Merci beaucoup Raphaël. Merci François. Raphaël Raffray, il est 20h49 et pour terminer, on va évoquer un assistant IA qui va apprendre à vous connaître. On en parle avec mon invité. Tech & Co, la quotidienne, la start-up. Matteo Bozzo nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Matteo. Bonsoir. Fondateur de Her, donc H-E-R. Je me souviens très bien de vous. Vous étiez venu à la rentrée dernière pour nous parler d'un autre concept. Alors, intimement lié, j'imagine, puisque c'était le fait de pouvoir enregistrer on va dire des moments de vie d'une personne qui était décédée pour après pouvoir plus ou moins discuter avec elle, etc. Vous avez pivoté ou est-ce que vous avez gardé aussi cette vision des choses que vous nous aviez présentées à la rentrée dernière ? C'est un sujet un peu sensible quand même. C'est un sujet sensible, effectivement, et on a gardé. En fait, c'est un autre produit qu'on propose, mais donc c'était Air Memories, dont on parlait, de pouvoir créer des doubles digitales. C'est un service qui est en ligne et qui fonctionne. D'accord. Sur lequel on a de la clientèle et de la demande. Alors, ce soir, vous êtes venu pour autre chose, en fait. C'est une IA qui va apprendre ce qui vous êtes. En fait, il s'agit de Her Assistant, qui est une appli d'intelligence artificielle qui va écouter ce qu'on dit, c'est ça ? Comment ça marche ? Oui, exactement. En fait, c'est un assistant personnel en continu. C'est comme si vous avez une personne qui prenait des notes pour vous
à côté et qui va noter toutes vos interactions. Donc, celles qu'on a aujourd'hui, mais celles que vous pouvez avoir vos parents, avec vos enfants, au travail. Et en faisant ça, elle va noter tous les points qui peuvent être importants. Par exemple, on prend un rendez-vous demain à 20h, automatiquement, elle va le mettre dans l'agenda. Et demain, à 20h, elle va regarder le trafic pour voir si je vais être à temps ou pas pour le rendez-vous et me prévenir, attention, là, il faut hier, tu as évoqué ce rendez-vous, je l'ai mis dans ton agenda, et pour que tu sois là, il faut que tu partes plus tôt. Exactement. Alors ça, c'est tout ce qui est interaction entre nous, en général, mais vous avez tout ce qui est interaction sur téléphone portable, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs centaines de notifications par jour qui arrivent, plus de dizaines de messages aussi sur WhatsApp, etc. Et en fait, pareil, R va pouvoir traiter tout ça, récupérer les mails, vérifier qu'est-ce qui se passe et vous envoyer une notification quand c'est vraiment nécessaire ou quand il y a vraiment besoin d'une réponse à un moment donné. Ce qui va permettre en fait de libérer pas mal de temps, plutôt que d'être plus de 200 fois à peu près par jour sur le téléphone, hein, c'est le nombre de fois qu'on consulte, et elle va pouvoir vraiment vous libérer du temps et être votre assistant personnel au jour le jour. Mais est-ce que là, vous n'arrivez pas en frontal avec ce que font déjà les gens américains ? Google Gemini propose à peu près ça. Apple Intelligence, on le sait, propose quelques-unes des innovations que vous avez évoquées. Finalement, est-ce que c'est pas déjà plus ou moins intégré dans mon téléphone, tout ça ? Alors, pas exactement. Et effectivement, il y a une frontière qui est très intéressante, c'est que si vous prenez les assistants vocaux habituels, donc on a parlé de Google, Siri, etc., ils sont ce qu'on appelle avec un système de mots-clés pour pouvoir se déclencher. R Assistant, c'est complètement différent parce que du coup, il n'y a pas de mots-clés. Ça veut dire que là, sur votre téléphone, il sera en train d'écouter en continu. Donc, il n'y a pas besoin de dire hey Siri, prends le rendez-vous pour demain. Automatiquement, R l'aura automatiquement noté. Et si je lui pose une question, par exemple, je me souviens plus de ce que j'ai dit avec Marc hier pendant la réunion, automatiquement, elle va m'envoyer une notification, elle va me parler, parce qu'elle a aussi la capacité de parler, pour me dire, hier, on a parlé de rendre un rapport pour après-demain. Donc ça, c'est vraiment l'énorme différence qu'on peut avoir entre ce que nous on fait et ce qui peut exister. C'est ce fait d'être toujours en continu et toujours présent, alors que sinon, il faut toujours demander. Et c'est là où on voit qu'il y a quand même une énorme limite à ces assistants actuels, c'est que faire la demande, on ne peut pas le faire tout le temps. Là, on est en discussion. Vous ne pourriez pas faire une demande à votre assistant de noter. Oui, c'est-à-dire que là, en fait, le téléphone est actif tout le temps. Mais alors, justement, ça utilise quel micro ? Le micro du téléphone, mais le téléphone, il n'est pas forcément tout le temps là, posé sur la table. Il peut être dans une poche, il peut être dans un sac, il peut être dans une autre pièce. Donc, on voit aussi quand même les limites de votre système-là. Il y a effectivement des limites. Alors, c'est pour ça qu'on propose sur le téléphone, mais aussi un boîtier et des écouteurs qui vont avec. Donc le boîtier a des micros et les écouteurs on les a aussi, ce qui permet en fait de doubler justement les canaux d'enregistrement. Parce qu'effectivement le téléphone on l'a pas toujours sur soi, alors que là c'est vraiment un boîtier qui est fait pour rester avec nous en continu. Donc on propose. Après évidemment on ne pourra pas tout enregistrer et d'ailleurs c'est un point qui est important à noter, c'est que sur le système d'assistant on propose de faire des limites. Ça veut dire qu'on peut très bien indiquer là tu te mets en veille. Ou je rentre chez moi à 18h et à partir de 18h, tu n'enregistres plus rien. Et automatiquement, en fait, R va créer des zones de confidentialité pour éviter qu'il y ait cet enregistrement. Et on peut le dire, voilà, tu enregistres pendant toute ma journée de travail et dès que je pars du boulot, ça s'arrête. Tout à fait. Et c'est un point important, c'est qu'en fait, si on regarde un peu les courbes de mémoire, 70% de ce qui se passe dans une journée, au bout de 24 heures, on l'a oublié. 90%, au bout de 7 jours, ça a complètement disparu et on passe des heures à chercher des informations, que ce soit dans les messages, dans les mails. Et c'est là où R Assistant intervient, c'est que du coup, ça va nous permettre de récupérer énormément de temps qu'on perd justement avec toute cette technologie au final. Alors c'est très intéressant, Mathéo, mais est-ce que par exemple, j'ai le droit d'enregistrer quelqu'un typiquement, là, je lance votre système, on est en train de s'enregistrer. Mais si je ne vous le dis pas, par exemple, la personne, enfin, la machine va enregistrer ce que vous êtes en train de dire. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de vie privée aussi, alors, oui. si vous n'avez pas donné votre autorisation, par exemple ? Complètement. Et ça, c'est un point qui est important, et merci de le soulever, parce qu'effectivement, on n'enregistre pas l'audio. Ça, c'est un point important. On transcrit ce qui est dit. Ce qui fait qu'en fait, c'est une transcription. Alors, on enregistre l'empreinte vocale de la personne pour pouvoir la reconnaître par la suite et savoir avec qui vous interagissez. Mais on ne fait pas d'enregistrement vocal. Donc, on n'a pas d'audio qu'on peut refaire jouer ou réécouter derrière. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui demanderait l'autorisation des personnes qui sont autour. Alors que le fait de retranscrire quelque chose que quelqu'un dit,
Là, on a le droit, en fait? Alors, c'est plutôt, on va dire, une zone grise dans le sens que, en soi, le téléphone, c'est ce qu'il fait déjà actuellement. Par exemple, sur un mot-clé, votre téléphone, il est en train de transcrire en continu pour savoir si vous dites ou pas le mot-clé. Donc, on est déjà sur un système de transcription qui existe. Et du coup, nous, on va utiliser ça pour pouvoir juste transcrire. Mais on ne pourra jamais dire à 100% cette personne a dit ça ou être utilisée dans autre sens que pour soi-même. Donc ça, c'est un des points importants et sur lequel, effectivement, c'est important. Vous disiez que donc ça fonctionnait avec des écouteurs, des choses comme ça, des boîtiers. Tout est OK, ça y est, ça fonctionne. Alors, oui. Assistant. Là, on a lancé la version bêta. Donc ça veut dire qu'on peut s'inscrire dès aujourd'hui pour pouvoir commencer à tester avec un lancement qui sera fait au deuxième trimestre 2026. Donc ça arrive assez Et quel est le modèle économique? Vous avez déjà une idée ou pas? Oui, tout à fait. Alors c'était un point qui est important parce qu'on a vu des concurrents qui proposaient des produits qui étaient gratuits. C'est-à-dire qu'on achetait juste le produit à une certaine somme et après ça fonctionnait continu. Sauf que la difficulté de ça veut dire que c'est nous le produit. C'est-à-dire que forcément on va utiliser vos données pour pouvoir... Nous on propose un système d'abonnement. Comme ça vos données, elles sont mises sur des serveurs qui sont en France, complètement sécurisés et on n'utilisera jamais pour faire de la publicité, pour pouvoir faire du ciblage. Donc c'est un système d'abonnement, donc il y a 2 systèmes, c'est 9 € pour un système qui est pareil, qui transcrit tous les jours, mais ça ne fait pas des notifications en continu, que le matin et le soir. Et sinon à 39 €, où là vous avez un assistant qui est en continu, vous pouvez lui demander par exemple de faire un rapport pour demain pour une réunion, et automatiquement il va vous l'envoyer par mail. Donc, c'est vraiment un assistant omniprésent et avec toutes les capacités d'une intelligence artificielle. Voilà, ça s'appelle Assistant. Merci beaucoup Mathéo. Merci à vous. Et voilà, on va voir ce que ça donne en phase de test et puis après, quand ça sera véritablement lancé. Vous êtes le fondateur donc de Heure et c'est ce rendez-vous pour terminer ce Tech & Co en ce mardi soir, bientôt 21h. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, on sera là demain, mercredi, dès 19h30, vous le savez, pour votre rendez-vous tech quotidien, radio-télé et puis le replay, les podcasts de cette émission qui vous attend dans quelques minutes. À demain, dès 19h30, je compte sur vous. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.